Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Bonjour à tous, bienvenue au cœur du débat pour une émission un petit peu particulière. Ce midi, nous allons arrêter le temps sur ces ondes et nous interroger sur le chemin parcouru par la Nouvelle-Calédonie ces 2 dernières années. Avenir institutionnel, économique, corps électoral, vie de la cité. Que s'est-il passé depuis 2014 ? Quel regard le représentant de l'État porte sur cette période annoncée comme délicate vers la sortie de l'accord de Nouméa ? Autant de questions que nous allons explorer avec notre invité Vincent Bouvier, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour quelques jours encore. Vincent Bouvier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez, je le disais, à quitter votre fonction de commissaire de la République après une mission de presque 2 ans. Je vous propose pour commencer, avant de vous entendre en 2016, de revenir à ce 18 août 2014, lors de votre première journée officielle en tant que représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, avec cette toute première déclaration. C'était au micro d'Isabelle Pelletier. Dans l'immédiat, d'abord, je vais participer à la conférence économique et sociale qui se tient dans quelques jours. Après, les gros dossiers dans les semaines qui viennent, c'est bien sûr la préparation du comité des signataires qui va normalement se tenir dans les premiers jours du mois d'octobre, et puis la préparation de la visite du président de la République en novembre. Sinon, il y a bien d'autres dossiers sur un terme plus long, que ce soit la sortie de l'accord de Nouméa, que ce soit la question du nickel, que ce soit les transferts de compétences, la définition du corps électoral spécial pour la consultation, les questions économiques et sociales qui sont importantes, l'avenir de la jeunesse calédonienne, voilà, l'habitat social, enfin tout ça fait dans le respect des compétences de chacun, bien sûr, mais fait un ordre du jour, un agenda assez lourd. Alors Vincent Bouvier, il y a 2 ans, c'était un agenda assez lourd. Cette feuille de route, lorsque vous la réécoutez, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que la mission est accomplie ? Je ne sais pas si c'est forcément à moi de dire si la mission est accomplie ou non, mais je crois que sur ces différents dossiers que j'énumérais à l'époque, nous avons progressé significativement sur beaucoup de points. Je pense à l'avenir institutionnel. Je pense également à la question électorale, à la question à la fois de la révision des listes électorales pour les provinciales et puis de l'établissement de la consultation de sortie. Vous savez que les travaux sur la consultation de sortie se déroulent en ce moment même et je crois qu'on peut dire que ça se passe bien. Sur la question, alors d'abord, j'aurais dû commencer par dire aussi que la visite du président de la République que j'avais pour mission de préparer en novembre 2014 s'est bien passé. Je glisserai au passage que je peux quand même peut-être me targuer d'un seul record, c'est que je dois être le seul haut-commissaire qui, pendant son mandat, si je puis dire, a accueilli sur le sol calédonien les 4 plus hauts personnages de l'État, le président de la République, les présidents des 2 assemblées parlementaires et le Premier ministre. Justement, cette visibilité de la Nouvelle-Calédonie et cet intérêt des plus hautes sphères de l'État, en quoi, j'allais dire, c'est intéressant et c'était important dans ces 2 années, 2014-2016 ? Je crois vous avez raison de dire que la Nouvelle-Calédonie suscite un intérêt dans les plus hautes sphères de l'État. La Nouvelle-Calédonie est à un moment clé de son histoire, on le dit, on le répète souvent, et c'est important qu'à Paris, au plus haut niveau de l'État, il y ait cette préoccupation constante, relayée par quelques hommes qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie et qui parfois y ont servi, cette préoccupation que la période stratégique ouverte depuis quelques années et qui continue jusqu'au référendum soit observée et que l'État joue tout son rôle. Tout son rôle, on le dit souvent, pas simplement d'arbitre ou de médiateur, mais rôle de partenaire engagé qui veut se mettre au service des Calédoniens pour contribuer avec eux à trouver les bonnes solutions institutionnelles. Alors justement, l'avenir institutionnel, on va aller un petit peu plus loin sur cette question. Vous êtes arrivé avec une priorité évidente, lancer des discussions, en tout cas un travail sur la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa, avec quelques jours, je crois quelques semaines avant votre nomination, l'annonce de la fameuse maintenant mission Alain Chrisnart et donc accompagné de Monsieur Merle, une mission qui à l'époque ne faisait pas l'unanimité. Je vous propose d'écouter les propos du sénateur Pierre Frogier qui répondait à Cédric Wakauniem donc en janvier 2014.
C'est la première fois qu'une mission de ce type, qui est très très politique, décidée par le gouvernement, par le Premier ministre, sans l'aval du comité des signataires. On n'en a même pas parlé. Depuis 20 ans, quand il y a une mission comme ça, eh bien, le comité des signataires donne son accord, ou en tout cas son aval. Et puis ensuite, les personnalités qui composent cette mission sont très à gauche. Elles ont probablement des compétences, je ne conteste pas ça, mais c'est quand même étonnant qu'une mission politique n'ait que des représentants qui sont étiquetés chez les socialistes. Je considère que c'est une rupture du consensus national entre les forces politiques et que c'est quelque chose de très nouveau. Tant que cette mission n'aura pas été rééquilibrée, c'est-à-dire avec des représentants politiques de notre famille, moi je n'aurai pas de contact avec ces gens-là. Alors Vincent Bouvier, vous êtes arrivé il y a 2 ans avec une évidente méfiance, un rapport compliqué entre les partenaires locaux, notamment non indépendantistes, et l'État. Comment finalement on en est arrivé aujourd'hui à retisser ces liens de confiance et justement paradoxalement peut-être par le truchement de cette mission sur l'avenir institutionnel? D'abord pour répondre, mais 2 ans après, aux déclarations du sénateur Frogier, la mission a été, vous le savez, étendue, élargie, puisque c'était sa demande. C'était sa demande, partant des 2 personnes que vous avez citées tout à l'heure. Elle a été élargie à 4 autres personnes. Vous les connaissez, Yves Dassonville, un de mes prédécesseurs, ancien commissaire, Benoît Lombrière, qui a été conseiller pour l'outre-mer auprès de Nicolas Sarkozy. François Garde, dont nul ne peut contester la compétence juridique et la connaissance de la Calédonie, et Régis Fraisse, qui a été président du tribunal administratif ici en Nouvelle-Calédonie et qui a une image de grande indépendance. Donc la mission a été modifiée dans sa composition. Elle a beaucoup travaillé en 2015. L'idée était de vraiment poser très concrètement les problèmes que posait l'avenir institutionnel de la Calédonie, les grandes rubriques, si je puis dire, d'entamer des échanges sur ce point, que ce soit les compétences régaliennes, internationales, l'organisation des pouvoirs publics. Et puis 2016, je l'ai souvent dit, ça doit être une année où on va plus loin dans la discussion, et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Les missionnaires, pour les appeler comme ça, vont venir régulièrement sur le territoire jusqu'au prochain comité des signataires, et sur chaque thème de l'avenir institutionnel, essayer de repérer, d'identifier les points de convergence, les points d'accord, et les points qui restent encore aujourd'hui des points de divergence. Donc on a travaillé en 2015, l'échange, l'information. On continue à travailler en 2016. On va dans la discussion sur le fond. Et il sera rendu compte de ces travaux de 2016 au prochain comité des signataires qui se tiendra en octobre-novembre. Et puis pour compléter peut-être ma réponse, il y a eu donc cet élargissement de la mission, cette façon de travailler. Je note d'ailleurs que le sénateur Frogier maintenant participe activement aux réflexions et aux réunions que nous tenons là-dessus, et je l'en remercie. Et puis peut-être ce qui a restauré un climat de confiance sur ces questions institutionnelles, c'est que après des moments difficiles, notamment sur la loi organique relative, sur la préparation de la loi organique relative à la consultation de sortie, ça partait mal parce que peut-être que la concertation avait été insuffisante sur le contenu de cette loi. Les choses se sont arrangées. Il y a eu un comité de signataires en juin 2015 qui s'est bien passé. Il y a eu un comité de signataires plus récent en février. Donc je crois que ce climat de confiance, en tout cas sur ces sujets-là, sur ce sujet institutionnel, s'est progressivement reconstruit. Alors justement, on va revenir sur ce comité des signataires de février 2016 avec les réactions à la sortie de la première journée, celle qui justement traitait notamment du corps électoral et de l'avenir institutionnel, les réactions de Roch Wamitan pour le FLNKS et à nouveau de Pierre Frogier, le sénateur du Rassemblement UMP. Il me semble que ce comité est une nouvelle étape, c'est un nouveau pas pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'avenir institutionnel. La proposition du Premier ministre qui a finalement été retenue, c'est un premier pas vers un rapprochement de nos points de vue. Et je ne doute pas que ce premier pas nous amènera tranquillement vers un nouvel accord. S'il s'agissait que du scrutin d'autodétermination, tel qu'il est inscrit dans la loi de 1998, nous n'aurions pas besoin de nous parler avant. Dans un deuxième temps, on verra comment faire en sorte pour que tout nous rapproche. Aujourd'hui, il s'agit d'une étape. Bon, on n'a pas été complètement suivi, mais bon, il faut continuer. Parce que ce qui est important maintenant, c'est quoi? C'est bien sûr le fait que nous avons l'avenir qui se prépare. Nous avons fait des propositions et nous allons continuer, puisque ce qui a été proposé tout à l'heure, c'est que au cours de l'année 2007, nous allons poursuivre ces discussions-là pour pouvoir arriver à pointer
les convergences et les divergences entre les groupes indépendantistes et non indépendantistes pour faire en sorte que nous puissions travailler pour proposer quelque chose de, d'efficace, si vous voulez, à la population dans le cadre du référendum d'autodétermination de 2018. Alors Vincent Bouvier, on l'entend, le ton a changé, un ton volontariste des deux côtés. Est-ce que ce n'est pas frustrant tout simplement pour vous, au commissaire de la République, de quitter votre fonction maintenant, alors que finalement, maintenant on discute, on dialogue et on essaye de converger ? Vous savez, je crois qu'il vaut mieux quitter sa fonction en ayant le sentiment qu'on a fait du bon travail et en laissant quelque chose d'à peu près propre, même il reste toujours beaucoup à faire. Même inachevé ? Même inachevé. J'ai fait beaucoup de postes dans ma vie. On part toujours avec ce petit pincement, puisqu'on part toujours avec ce petit pincement au fond du cœur, cette petite frustration, ce petit regret de tout ce qu'on n'a pas fait. Mais je crois que c'est une illusion. On ne fait... Ce qui est important, c'est de poser les jalons, de faire son travail et de permettre, après son départ, que le travail continue dans de bonnes conditions. Quel a été votre rôle, j'allais dire, personnel, justement, dans ce rapprochement et cette nouvelle confiance avec l'État ? On a vu un Manuel Valls très présent dans les différents comités des signataires qui s'est déplacé en Nouvelle-Calédonie. Donc on parlait de ces plus hautes sphères de l'État, mais vous êtes le représentant en Nouvelle-Calédonie. Quel rôle vous avez joué de lien, de médiateur entre les uns et les autres ? D'abord, le haut-commissaire, le représentant de l'État, il a des liens quotidiens, plus que quotidiens, même avec Paris, avec Matignon, avec l'Élysée, avec le ministère des Outre-mer, bien sûr, pour préparer ces réunions que nous évoquions, pour préparer les thèmes, pour échanger avec les missionnaires, pour voir comment nous allons procéder, quel calendrier, quel thème retenir. Tout ça, ça se fait en lien étroit entre Paris et le haut-commissaire. Deuxièmement, le haut-commissaire a un rôle très important de préparation de la venue des missionnaires, mais aussi de préparation du comité des signataires. Donc ces préparations, ça se passe comment ? Ce sont des contacts, là aussi, quasi quotidiens, avec les hommes politiques, avec les groupes politiques. Quelle est votre patte là-dedans ? Votre personnalité dans cette relation qui est parfois, on l'imagine, bilatérale aussi, entre les uns et les autres. On l'a entendu tantôt Pierre Frogier un petit peu en contestation, tantôt les indépendantistes, tantôt Calédonie Ensemble. Vous avez eu aussi à jouer finalement, à négocier la vie politique calédonienne. Oui, je crois que ma patte, pour essayer de répondre à votre question, par tempérament, je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans l'échange, l'écoute, le dialogue et la concertation. Donc ça consiste à se voir beaucoup, à se parler beaucoup, à rencontrer fréquemment les élus et à préparer au mieux les réunions à venir, le comité des signataires ou les réunions qui se tiennent ici. Je vais vous donner un exemple qui va vous paraître un petit peu anecdotique, mais très concret. Il y a toujours des débats assez complexes en Nouvelle-Calédonie sur le bon format des réunions qu'on doit tenir, la bonne composition des réunions. Avec, on s'en rappelle, des exclusions, en tout cas... Par exemple, qui doit être sur la table à quel moment ? Montré comme tel. Pardon, qui doit être autour de la table et non pas sur la table à quel moment ? Là, je crois que pour rapprocher les points de vue, pour trouver des compromis, des consensus, et c'est vrai de ce sujet un peu anecdotique comme sur beaucoup de sujets, et notamment sur des grands sujets de conflit, on y reviendra peut-être. Le rôle du commissaire en tant que recherche de l'accord, recherche du dialogue, faire se rencontrer des gens qui spontanément ne se rencontrent pas ou plus ou ne se parlent pas, c'est un rôle extrêmement important. On a entendu également Pierre Frogier là dans cet extrait qui disait maintenant qu'on se parle, si on se parle, c'est bien pour aller, si on essaye d'évaluer nos convergences, c'est bien pour aller vers un troisième accord, finalement quel que soit le nom et sa forme. Est-ce que c'est votre conviction aujourd'hui, on va dire certains élus, l'UCF notamment, pointent du doigt, il y a une entente sous-jacente officieuse entre l'État et les partenaires pour nous amener vers un troisième accord. Est-ce que c'est une réalité finalement ? Est-ce que ce serait une bonne chose ? Non, ce n'est pas une réalité. Je crois que la position de l'État, le Premier ministre l'a encore rappelé, le Président de la République l'avait rappelé avant lui, la position de l'État, c'est bien ce sont aux Calédoniens de choisir. Donc le rôle de l'État, c'est de tout faire pour que ce choix se fasse le mieux possible, pour que le choix se fasse dans de bonnes conditions et que que les Calédoniens soient particulièrement
ou parfaitement informé des différentes composantes ou des différents éléments. Donc c'est bien ça l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui. Quel est l'état des lieux ? Quelle convergence, quelle divergence, entamer une discussion là-dessus, mais ça n'est pas à l'État, il faut être clair là-dessus, de décider à la place des Calédoniens. Donc si vous me demandez, peut-être ai-je des convictions personnelles, mais ça n'intéresse personne. Si, ça mais nous intéresse. En tant que représentant de l'État, je vous dirais que le rôle de l'État, c'est bien de mettre les Calédoniens en meilleure position pour choisir et d'encourager le dialogue là-dessus, repérer encore une fois les divergences et les convergences. Mais le rôle de l'État n'est pas de venir un jour avec un statut tout fait, tout rédigé, qu'il proposerait aux Calédoniens. Il peut contribuer à la rédaction en lien avec les groupes politiques, si le statut il y a. Il peut contribuer à la préparation du référendum, mais ce n'est pas à lui de décider à la place des Calédoniens. Et donc la conviction de Vincent Bouvier, qui ne sera bientôt plus au commissaire de la République. Je vous dirai ça quand j'écrirai mes mémoires dans quelques années. Ou que vous reviendrez en tant que missionnaire éventuellement en Nouvelle-Calédonie. Juste pour finir sur cet avenir institutionnel, ces discussions qui sont lancées, est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, l'impression que justement les allers-retours, les retours en arrière surtout, sont terminés ? Est-ce que cette fois, en termes notamment de relations avec l'État et d'avancement, on est sur la bonne ligne ? On n'est jamais sûr de rien en Nouvelle-Calédonie. Mais je trouve que cette mission et la réflexion sur l'avenir institutionnel, c'est bien structuré, que la mission travaille, qu'elle produit beaucoup de documents de réflexion qui sont soumis à la discussion des Calédoniens, que le calendrier pour les mois à venir est clair. Et il me semble et je note que dans toutes les réunions auxquelles je participe, et il y en a et il y en aura beaucoup, je note que même si parfois à l'extérieur le climat est un petit peu difficile, ces réunions se déroulent la plupart du temps dans une atmosphère de vrais débats, de vraies discussions de fond, et que je crois que c'est extrêmement positif. Alors, autre épineux dossier dont vous avez hérité en arrivant et qui est toujours finalement d'actualité, c'est celui du corps électoral. Je vous propose pour lancer la discussion de revenir à une déclaration de février 2015 à la veille de la révision des listes provinciales cette fois-ci. C'est une déclaration du secrétaire général de l'Union calédonienne, Gérard Régnier, qui expliquait que le Front, le FLNKS, allait demander l'examen de plus de 5000 cas pour une radiation éventuelle. On l'écoute. Le FLNKS prendra toutes ses responsabilités. Ces personnes qui, pour certaines, sont inscrites frauduleusement, ne peuvent que se retourner vers l'État. C'est l'État qui a refusé de prendre ses responsabilités depuis le départ. Et donc, on se retrouve dans une situation anormale. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le FLNKS fait convoquer ces gens au tribunal. Nous, on souhaiterait que les commissions administratives spéciales puissent se tenir et respectent la loi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais la loi dit qu'il y a des gens qui doivent être inscrits et d'autres qui ne doivent pas être inscrits. C'est la citoyenneté, c'est le destin commun, c'est l'accord de Nouméa. Donc M. Yano veut réécrire l'histoire, veut peut-être refaire l'histoire, mais bon, une fois que l'histoire est passée, elle est passée. Gérard Régnier, donc, qui faisait référence justement à l'opposition de Galliano par rapport à ces radiations. Gérard Régnier qui pointait la responsabilité de l'État en 2016. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'État a pris toutes ses responsabilités sur cette question du corps électoral ? Je crois que oui, et je vais être peut-être un tout petit peu long pour le rappeler. Vous savez qu'il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de la révision des listes provinciales, c'est là-dessus, c'est sur la liste provinciale que porte le litige électoral. Et il y a le sujet sur l'établissement de la liste de consultation. Sur la révision des listes électorales provinciales, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour les auditeurs, mais il y avait en effet un conflit sur le caractère frauduleux selon une partie des indépendantistes, le caractère frauduleux de l'inscription sur les listes. On a fait beaucoup, c'est-à-dire que sur ces provinciales, sur le corps électoral provincial, l'idée c'était, au fond, il y en a combien exactement ? Pour combien de personnes le problème se pose-t-il ? Il y a eu cette évaluation quantitative faite par le professeur Mélien Soukramania, dont les résultats ont été présentés au comité des signataires de février dernier. Je ne rentre pas dans les détails, mais... Avec la clôture du litige annoncé. Alors, on est arrivé, si vous voulez, par Manuel Valls. On est arrivé à un chiffre de un peu plus de 1000 personnes dont on ne trouvait pas trace avant 98 ou dont on trouvait de traces nulle part. C'est là qu'était le débat. Et il y a eu,
c'est la formulation du comité des signataires, l'idée que le litige était politiquement clos, ce qui veut dire qu'on ne revenait pas sur la situation des personnes qui pouvaient prouver une présence avant 98. C'était un grand pas en avant. Et tout ça, on le doit largement à des initiatives prises par l'État, la volonté de savoir de quoi on parle, de quantifier, de confier cette évaluation quantitative à un professeur de droit et de faire le point en comité des signataires, de présenter ce résultat. Le comité des signataires, peut-être était-ce ambigu, parle de litige politiquement clos. Et d'ailleurs, à la sortie du comité des signataires, tout le monde s'est félicité de cela. Et ultérieurement, il est vrai, moi j'ai déjà dit, je ne m'en cache pas, même si j'ai par ailleurs de l'estime pour Gérard Régnier, mais c'est vrai que nous avons été un peu surpris qu'à l'issue de ce comité des signataires, il y ait eu quand même des recours, il y ait subsisté certains recours. Et au total, partant de chiffres initiaux au début de la controverse de 5000 à peu près, on arrive aujourd'hui à un peu plus de 500 radiations réelles, qui ont été décidées en première instance, dont une cinquantaine sur lesquelles, contre lesquelles vous avez vous-même intenté un recours. Certains ont intenté des recours, et s'agissant de l'État, nous avons considéré, je dis nous parce que vous pensez bien que ce type de décisions sont des décisions discutées avec l'appareil d'État, qu'il était de mon devoir que de me pourvoir en cassation, parce que sur certains points, tout en respectant strictement l'indépendance des magistrats, bien sûr, et leur jugement, nous considérions qu'il y avait des zones d'incertitude. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur cette question du litige électoral pour les provinciales, qui encore une fois, sur une façon, polluait la vie politique et la sérénité nécessaire qu'il faut avoir pour l'avenir. Et j'espère qu'on va en sortir définitivement. Alors bien sûr, l'autre séquence sur ce corps électoral, c'est la constitution, l'élaboration plus précisément de la liste référendaire. C'est en cours. Un premier affichage des gens inscrits d'office a commencé hier. D'un mot, est-ce que vous avez là le sentiment d'avoir évité le piège justement d'un deuxième corps électoral qui viendrait polluer l'avancée, notamment des discussions sur l'avenir institutionnel? Moi, ce que je constate là-dessus, c'est qu'on a fait un énorme travail, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, entre l'État et les groupes politiques, pour préparer le contenu même de la loi organique qui allait aménager sur certains points les modalités d'établissement de la consultation de sortie. Un très gros travail a été fait. Ça a permis de faire adopter par le Parlement une loi organique de façon consensuelle, en prévoyant un certain nombre d'aménagements, et ça a permis que se déroule dans la sérénité, même s'il y a toujours parfois quelques coups de gueule, mais dans la sérénité, de préparer cette liste, cet établissement de la liste de consultation, avec notamment, puisque l'inscription d'office était une des grandes modifications prévues par la nouvelle loi organique, la loi organique modifiée, aujourd'hui, où en sommes-nous? Dans une atmosphère sereine, en présence d'observateurs de l'ONU, je le rappelle, qui ont très bien travaillé avec les membres des commissions, qui ont très bien travaillé avec les magistrats. Nous arrivons, vous le disiez à l'instant, à environ 150 000 inscriptions d'office. À quoi vont s'ajouter, je ne peux pas vous donner le chiffre exact d'électeurs, mais quelques milliers d'électeurs qui relèvent d'inscriptions volontaires. Donc on a fait un très gros travail qui s'est bien passé. J'en profite d'ailleurs pour glisser, j'ai eu l'occasion, l'État a eu l'occasion de faire un communiqué récent là-dessus, que si on a décidé au 1er juin d'afficher la liste de ceux qui sont inscrits d'office, c'est bien pour protéger ceux qui mériteraient d'être inscrits d'office, mais qui ne le sont pas aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des erreurs ou des insuffisances dans les fichiers. Donc ils ont encore jusqu'au 15 juin pour... Ça leur permet, ceux qui considèrent qu'ils remplissent les conditions pour être inscrits d'office, cela leur permet, cette inscription dès le 1er juin, de faire valoir leurs droits. Donc c'est bien pour les protéger. Alors, un moment qui peut-être est l'un des plus douloureux de vos 2 dernières années. On va en venir au conflit des rouleurs. Alors bien sûr, derrière, il y a toute la question du nickel qui était aussi l'une de vos priorités. Le conflit des rouleurs, en un mot, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui, quelques mois après? C'était plusieurs semaines de blocage de la Nouvelle-Calédonie. C'est une question difficile. Je crois qu'il y a plusieurs leçons à en tirer. La première leçon, me semble-t-il, c'est que le mérite de ce conflit, s'il y en a un, ça a été de mettre sur la table la question du nickel et les grands sujets du nickel.
la question des exportations, la question de la participation des collectivités publiques aux sociétés calédoniennes, la question des risques de tout nickel, de la diversification nécessaire de l'économie calédonienne. Toutes ces grandes questions, on les connaissait, mais elles ont été clairement remises sur la table à l'occasion de ce conflit. S'il y a bien une vertu de ce conflit, c'est bien celui-là. La deuxième remarque, c'est que ce qui a changé quand même depuis le moment où ce conflit a émergé, s'est développé, c'est que la crise économique, la crise du nickel, que l'on subodorait, mais qu'on n'avait peut-être pas prévu avec cette intensité, la crise du nickel a montré toute son intensité et que d'une certaine façon, ça modifie les données du problème. Vous savez bien que la faillite d'une très grosse société calédonienne conduit à modifier les positions de principe que certains pouvaient avoir. Donc je crois qu'aujourd'hui, si un tel conflit devait se renouveler, et personne ne le souhaite, il ne se renouvellerait pas dans les mêmes conditions économiques. On voit bien aujourd'hui qu'on a de grosses urgences qu'il faut traiter, l'avenir des 3 sociétés métallurgiques qui sont implantées sur le territoire et singulièrement l'avenir de la SLN. C'est ça qui nous a beaucoup occupés depuis quelques semaines. Donc la deuxième leçon, c'est que depuis ce conflit, et peu d'experts économiques l'avaient prévu, il faut bien le dire, nous assistons à une crise du nickel qui est très lourde. Et de long terme. Et si vous me permettez, puisque vous me demandez les leçons, je ne veux pas être trop long, la troisième leçon, bien sûr, pour un haut-commissaire représentant de l'État, c'était est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien agi dans la façon de gérer le conflit ? Moi, je considère, alors vous allez me trouver immodeste, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je pense que ça aurait été une erreur grave que dès le début du conflit, utiliser la force publique. Je pense qu'il fallait poursuivre jusqu'à ces extrêmes limites le dialogue, la discussion, de s'en sortir par la concertation, parce que, vous savez, l'usage de la force publique, ça n'est pas une fin en soi. L'usage de la force publique, ça m'est arrivé d'y recourir. Mais l'usage de la force publique, ça doit être efficace. Et je pense que si je l'avais utilisé trop tôt, sans donner toutes ses chances au dialogue, non seulement ça aurait été inefficace, mais ça aurait pu créer une situation, dans une atmosphère qui se tendait beaucoup, une situation très grave dont vraiment aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie n'a pas besoin. Alors justement, l'attention, on va se la rappeler, se la remémorer avec cet extrait deux extraits d'interviews recueillis par Malène Oukouan. C'était le 16 août 2015, j'allais dire au cœur de la crise, Max Fouché, puis le président du gouvernement, Philippe Germain. Tous les centres miniers qui sont touchés, tous les centres miniers qui sont sensibles à ces problèmes seront mobilisés en bordure de RT1, route territoriale côte ouest. Donc il n'y aura pas du tout de roulage, tous les sites seront bloqués. Ah oui, bien entendu. J'avais accepté le principe de recevoir les mineurs. Pour autant, depuis hier, le gouvernement est bloqué, ses accès ne sont plus libres. Donc moi, je ne négocie pas sous la pression, je ne négocie pas sous la force. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réunion prévue tant que les institutions sont bloquées ou sous la menace. Alors on a entendu, il y avait à ce moment-là, c'était le point de rupture. Vincent Bouvier, vous avez été secrétaire général il y a bien plus longtemps ici en Nouvelle-Calédonie. Directeur de cabinet, pardon. Et vous avez justement, déjà eu l'expérience de ces conflits sociaux de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça vous a servi pour la résolution de celui-là ? Oui, bien sûr, parce que vous voyez, d'une certaine façon, ces déclarations de Max Fouché et du président du gouvernement illustrent bien le rôle qu'a joué le représentant de l'État dans ce conflit. C'est pas un secret, j'ai passé beaucoup de temps à téléphoner aux uns et aux autres, à avoir des contacts bilatéraux pour les inciter à se mettre autour de la table. Ça a pris beaucoup de temps, c'est un travail difficile que de vouloir mettre autour de la table et pousser la discussion des personnes qui, dans une situation très raidie, spontanément, n'ont pas forcément envie de se mettre autour de la table. Et je tire la conclusion de ce conflit que, sans doute qu'un rôle majeur de l'État et de son représentant en Nouvelle-Calédonie, c'est de faciliter, je le disais à propos d'autres sujets tout à l'heure, de faciliter ce contact, cet échange entre des personnes qui, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, et dans différentes situations qu'on peut analyser, entre différentes personnes qui n'arrivent pas spontanément à reprendre le dialogue et à discuter.
On le disait d'un mot, il y a bien sûr en toile de fond de ce conflit la réalité de la crise du nickel et l'impérieuse nécessité d'établir enfin une stratégie nickel à l'échelle du pays. C'est un chantier que vous n'avez pas terminé. Est-ce que vous pensez avoir, déposé les petits cailloux qui vont permettre d'y arriver enfin ? Je vais être franc là-dessus. On a bien travaillé en 2015. On a, dans le cadre du GTPS, vous savez, le groupe de travail sur le nickel, je crois qu'on a bien fait un travail d'information, un peu comme on a fait un travail d'information en 2015 sur l'avenir institutionnel avant la discussion. Ce qui a fait qu'en 2016, on n'est peut-être pas assez rentré dans le dur sur la stratégie nickel, c'est qu'il y a eu la crise et que nous avons été en quelque sorte, et notamment l'État, polarisé, si je puis dire, par la situation des sociétés métallurgiques et notamment la situation de la SLN. Mais maintenant, je crois qu'en effet, il faut rapidement, parce que nous aurons des comptes à rendre dans le comité des signataires, il faut rapidement que l'État, et je m'apprête à le faire, ou mon successeur le fera, prenne des initiatives pour que la discussion, je dis bien, sur la stratégie, en se mettant bien d'accord sur la méthode, reprenne, j'allais presque dire dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, donc ce sera probablement le premier dossier de Thierry Latoste. Autre, vraiment dossier important, chantier important que vous étiez venu mener à bien. On l'avait entendu dans la toute première interview, c'est l'avenir de la jeunesse. J'ai envie de vous dire, on a l'impression que ces 2 dernières années, on a surtout parlé de délinquance juvénile. Est-ce que c'est un regret pour vous ? Est-ce que là-dessus, vous avez l'impression d'avoir qu'on a suffisamment avancé? On vous a souvent entendu alerter finalement sur la prise en charge de la jeunesse calédonienne. Non, on n'a pas suffisamment avancé. Bon, les chiffres de la délinquance, vous savez, nous avons une part de la jeunesse dans la délinquance qui est importante. Une délinquance des jeunes qui est souvent liée aux addictions, à l'alcoolisme et à l'usage des drogues ou du cannabis. On n'a pas suffisamment avancé parce qu'il y a matière à... Évidemment, les institutions travaillent, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une matière à développer une vraie politique de la jeunesse sur le champ de la prévention et de l'insertion. Alors là, il y a des missions qui attendent. On attend les rapports. Est-ce que l'État, là, vraiment, aurait pu ou peut faire plus aujourd'hui ? L'État peut et doit faire, en lien étroit avec toutes les institutions. Nous attendons bien sûr les propositions qui seront faites là-dessus par M. Ngan. Il y a un certain nombre d'idées qui ont été avancées. Je ne vais pas forcément y revenir ici. Une brigade des mineurs notamment. Une brigade des mineurs. L'idée du centre éducatif fermé pour laquelle une expertise sera diligentée par le garde des Sceaux. Il y aura certainement beaucoup d'autres idées que M. Ngan va nous donner. Il y a nécessité de travailler tous ensemble. L'État souhaite, avec d'autres, que dans la prochaine génération des contrats de développement, il y ait un volet jeunesse pour qu'on puisse voir clairement tout ce qu'on fait, toutes les actions qui seront faites en direction de la jeunesse. Un mot quand même là-dessus. Je ne veux pas, et je l'ai dit souvent, je ne veux pas stigmatiser l'ensemble de la jeunesse calédonienne. Cela n'aurait aucun sens. Nous parlons d'une jeunesse qui effectivement est laissée au bord du chemin avec des problèmes de formation, d'insertion, parfois de délinquance, et pour laquelle nous portons tous notre part de responsabilité. Mais il y a aussi, je voudrais le dire, dans le cadre des programmes 400 cadres, puis Cadre Avenir, ou des efforts que nous avons fait nous avons fait en matière d'enseignement, y compris d'enseignement supérieur, il y a toute une partie de la jeunesse calédonienne au sens le plus large du terme, qui aujourd'hui fait des études parfois brillantes, qui occupent des positions éminentes, importantes dans le secteur administratif, dans le secteur économique. Et au fond, j'ai presque envie, là, à ce micro, de laisser un message à ces jeunes-là. Il faut aussi qu'ils s'impliquent dans le champ politique. Je crois que c'est la jeunesse qui doit construire l'avenir de ce pays. Dans le domaine politique comme en tout domaine, y compris dans le domaine administratif auquel j'appartiens, nous avons besoin, d'un renouvellement des générations. Et parfois, je vous parle en toute franchise, je trouve un peu dommage que des jeunes d'extrême qualité qu'il m'arrive de rencontrer quand je m'occupe, par exemple, du programme Cadre Avenir, qui occupent encore une fois, qui sont dynamiques, énergiques, qui croient à ce qu'ils font, qui aiment leur pays, qui aiment la Calédonie, qui ont envie de la servir,
qui occupent encore une fois des positions tout à fait remarquables dans le secteur administratif, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Je crois qu'il faut qu'ils s'autorisent à s'engager en politique, à s'impliquer dans le champ politique, parce que c'est aussi, maintenant c'est à eux de prendre le relais, et c'est à eux de construire le pays. Alors l'autre, le revers, je le disais, le moins reluisant, surtout le plus inquiétant de cette délinquance juvénile, c'est notamment les gendarmes, enfin les forces de l'ordre qui ont été, durant votre passage notamment, régulièrement pris pour cible. Je vous propose notamment de revenir sur l'agression de 4 gendarmes à Canala, c'était le 23 janvier 2015. Claudette Choupit nous faisait alors le compte-rendu. C'est un miracle que les 2 gendarmes aient été légèrement blessés, l'un à la tête et l'autre au cou, mais grièvement choqués. Le tir visé hier en début d'après-midi à Naketi, un véhicule blindé de la gendarmerie qui venait de repérer 2 véhicules volés en début de semaine à Nouméa. Un tir à hauteur de tête d'homme dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Actuellement, des investigations sont menées dans la commune de Canala, notamment une enquête de voisinage plus poussée par la section de recherche de la gendarmerie. Le haut-commissaire, dans un communiqué, condamne avec la plus grande fermeté cet acte et ajoute que l'État ne saurait tolérer ces agissements. De son côté, selon les Nouvelles-Calédoniennes, le maire de Canala, Gilbert Thuyenon, a apporté dès hier soir le soutien du conseil municipal aux gendarmes. Selon lui, les autorités coutumières ont exprimé leur ras-le-bol. Et toujours selon le communiqué, l'État et la mairie de Canala proposeront des actions à mettre en œuvre dans les semaines à venir. Vincent Bouvier, un fait divers, comme on dit, assez symptomatique, avec, on le voit finalement, toutes les autorités reconnues qui sont au chevet, entre guillemets, des gendarmes, mais avec, on sent derrière un sentiment un petit peu d'impuissance. Non, je ne crois pas. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers aussi, tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour eux, pour elles, pour le travail qu'ils font, pour leur conscience professionnelle, pour les risques qu'ils prennent, pour leur présence sur le terrain. Je crois qu'il faut être conscient qu'ils font un métier extrêmement difficile, qu'ils le font bien et même très bien. Deuxièmement, sur ce type d'acte, qui bien sûr nous préoccupe, je crois qu'il faut être clair, la réponse est la plus extrême fermeté. Donc ça veut dire rechercher les coupables, et on le fait, et on les trouve le plus souvent très rapidement, et ça veut dire bien sûr la fermeté de la réponse judiciaire. Je ne suis pas magistrat, je respecte strictement l'indépendance de la justice. Je constate simplement que la réponse judiciaire, elle est ferme. Elle est ferme, et ça aussi, c'est efficace. Je crois que là-dessus, quand on arrive à ce degré de violence contre les forces de l'ordre, contre ce que représente l'autorité, il faut être clair et ferme. Alors après, pourquoi des jeunes en arrivent-ils à ce degré? Ça nous renvoie bien sûr peut-être à des causes plus profondes, qu'on a déjà évoquées, qu'il faut évoquer, sur lesquels il faut réfléchir. Et c'est aussi le sens de ces comités locaux de prévention de la délinquance qui se réunissent dans les différentes communes. Mais de toute façon, indépendamment de cette réflexion, des solutions que nous devons trouver, des solutions d'insertion, des solutions de formation, on ne peut pas accepter ce type d'acte. Vincent Bouffier, il nous reste quelques minutes. Vous allez donc, dans quelques jours, passer le témoin à Thierry Lataste, qui a déjà occupé cette fonction de commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que pour vous, c'était important, voire nécessaire, que votre successeur soit déjà un connaisseur de la Nouvelle-Calédonie, l'un des pères fondateurs, si on peut dire ainsi, des accords de l'accord de Nouméa? Je vais vous répondre très, très franchement. Avec mon cœur, je connais très bien Thierry Lataste, c'est un ami. Et je crois que je connais ses compétences, je connais son engagement, et je connais sa connaissance extrêmement fine de la Nouvelle-Calédonie et sa participation très directe au processus d'élaboration de l'accord de Nouméa. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. Et je me réjouis très sincèrement que ce soit lui qui, d'une certaine façon, prenne le relais. Vous savez, dans ce métier, c'est un honneur que d'être remplacé par quelqu'un de grande qualité. C'est une façon de montrer que le poste est important et qu'il mérite d'être confié à quelqu'un de grande qualité.
Quelles sont justement les qualités qu'il faut et qu'il va falloir à Thierry Lataste pour amener la Calédonie? Vous avez fait la tranche, entre guillemets, 2014, avec cette période charnière, tout ce qu'il y avait presque de fantasmes autour de 2014. Vous avez fait 2014-2016. Il va faire 2016 peut-être jusqu'à 2018. De quoi faut-il qu'il soit armé finalement? Je n'ai pas de conseils à donner à Thierry Lataste. On se verra certainement avant son départ et puis je lui donnerai quelques éléments d'actualité parce qu'il connaît très bien la Nouvelle-Calédonie. Moi, je n'ai pas de conseils à donner particulièrement à Thierry Lataste. Je crois que dans ce pays, il faut à la fois, mais il le sait bien tout cela, être très conscient du rôle important que joue l'État, un rôle de partenaire, un rôle aussi d'autorité. Ce mariage habile et parfois difficile, cet équilibre difficile à trouver entre le dialogue, la négociation, la recherche du consensus et l'autorité. Nous avons une responsabilité particulière, notamment en matière de paix civile, parce que si on veut que le débat se déroule dans des conditions sereines, autant que sur le nickel, que sur l'électoral, que sur l'avenir institutionnel, il faut que règne dans ce pays un climat de paix et que le maintien de l'ordre public soit assuré. Je crois que, à la fois, j'allais dire, l'intérêt, peut-être même le charme de ce métier, c'est de trouver ce bon équilibre-là. Vincent Bouvier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour encore quelques jours, je le disais. Bon vent dans votre prochaine fonction. Merci beaucoup, merci à vous et merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ces différents sujets et sur ces différents points ou ce bilan à la veille ou presque à la veille de mon départ. Une émission au cœur du débat qui sera rediffusée dimanche sur ces mêmes ondes à 17h. Une émission également que vous pourrez retrouver prochainement sur notre site internet. Bonne continuation sur nos antennes de la Première.